Dans le podcast cette semaine, on reçoit le duo Joël Bounic, Martin Montreuil pour parler respectivement de Scorpion Masqué et de Randolph. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve à nouveau à Essen, en Allemagne, pour une nouvelle interview. Et là, encore 2 invités. En ce moment, ça fait des émissions avec de plus en plus d'invités. Je ne sais pas où on s'arrêtera. Je suis en compagnie de Martin Montreuil. Salut Martin. Bonjour, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va un peu fatigué parce qu'on est samedi soir, le 3e jour. Donc j'avoue, je commence à avoir la fatigue qui s'accumule. Tu n'es pas la seule, on est tous dans le même bateau, je crois. Voilà. Et je suis également avec Joël Bounic. Salut Joël. Salut. Comment tu vas toi? Pareil que toi, je pense un peu fatiguée des 3 jours à parler. Je pense qu'on l'entend à ma voix. Donc j'ai à la fois hâte que ça s'arrête, mais en même temps, il y a comme une effervescence dans ces salons, donc c'est chouette. Ok, vous êtes là tous les deux pour Scorpion Masqué et Randolph. Moi pour Scorpion Masqué Et moi pour Randolph entre autres. Ouais. Voilà, donc avant de parler un peu de ces entités, de ce que vous y faites, on va revenir un peu sur vous. On va commencer par toi Joël. Et depuis quand, à quel moment tu as découvert le jeu de société? Est-ce que tu as joué enfant ou est-ce que c'était un loisir que tu as découvert récemment? Est-ce que c'est le fait de travailler pour un éditeur de jeux qui a fait que tu t'es intéressé à ce loisir? Ça a commencé avec le jeu vidéo à la maison quand on était petit. Mon père a toujours aimé ça et il nous a embarqués là-dedans. Le jeu de société, ça arrivait beaucoup plus tard. Il y a eu les Monopoly, les parties chiantes de 3h30 qui finissent jamais. Non, le jeu de société, ça arrivait plus tard, peut-être il y a peut-être 15 ans, quelque chose comme ça, ou un peu moins, je sais pas. Et ça a jamais été quelque chose où je me suis dit je vais travailler dans ce milieu-là. Moi, j'ai travaillé dans le jeu vidéo, mais à la base, avant de travailler dans le jeu vidéo, je m'étais aussi dit c'est une passion que j'ai. Est-ce qu'on peut essayer de mêler les deux? Et à un moment donné, ça a été une vraie volonté d'essayer de travailler dans ce milieu-là. Ça l'a pas fait en France, mais par contre j'ai eu l'opportunité d'aller au Canada, ce qui était un projet personnel, et là-bas j'ai continué ma vie dans le jeu vidéo, et à un moment donné je me suis dit ok, là c'est une vraie passion qui commence à grandir et s'installer. Est-ce qu'il y a moyen de trouver quelque chose dans le jeu de société? Donc j'avais envoyé mes petits mails, j'ai envoyé un mail à Christian le mai, je sais pas, je pense en 2018 ou 2019. Puis il m'a dit à l'époque qu'il n'y avait pas de marketing au Scorpion, ce que je comprends. Maintenant, je connais la structure. Et tu faisais la même chose dans le jeu vidéo? Là, c'était la même fonction? J'ai toujours fait du marketing, oui. Mais j'ai toujours été dans la brand, dans la marque. Et c'est ça. Donc il m'avait dit non. J'étais là, bon, ok. Peut-être qu'un jour les étoiles s'aligneront. Et à un moment donné, ça s'est aligné. J'ai rencontré Joël de chez Randolph, avec qui on a vraiment bien accroché, avec qui on a gardé contact. Et à un moment donné, il y a eu cette opportunité qui s'est créée pour être responsable marketing des 2 studios à la base. Mais il y a tellement de travail à faire, il y a tellement de choses à faire qu'au final, et je pense naturellement et avec des affinités de jeu peut-être, je me suis occupée de plus en plus du Scorpion Masqué. À diriger tout le marketing du coup. Et t'es rentrée chez Scorpion Masqué en quelle année du coup? 2019? En 2022. Ah oui, donc en fait c'était déjà racheté, c'était plus exactement le même type de structure que la structure d'origine, parce que je pense que le rachat c'est en 2019. Par Hachette. C'était avant 2022, oui. Ouais, pour moi c'est 2019 à peu près. Mais de mon point de vue, j'avoue, j'avais aucune idée de ce que c'était derrière en fait. C'était juste Scorpion Masqué, que je connaissais de par ses jeux. Mais j'avais aucune idée de quelle était la vraie structure derrière. Enfin, je l'ai appris après, mais oui. Et toi, dans les jeux de société que t'aimes bien, à titre perso, hormis les jeux sur lesquels tu travailles, mais c'est professionnel, quels sont tes types de jeux préférés? Est-ce que t'as des... Ça avait commencé, je pense, avec King Domino à l'époque. Je pense que ça, c'est un jeu qui m'a vraiment drainé. Je suis pas du tout dans les gros jeux. La boîte de Dead Cells me fait peur. Je suis pas du tout dans les gros jeux. C'est vraiment initié au max, 1h30 maximum. Après, je perds toute ma concentration. Et c'est ça. Donc, en ce moment, à quoi je joue? En ce moment, ces derniers temps, j'ai beaucoup joué à Harmonies. Puis, mon petit chouchou, Château Combo. T'es fan de Ketchup, tu m'avais dit. Oui. C'est un studio que j'aime beaucoup. Non pas parce qu'il est lyonnais, mais quand même un petit peu. Mais parce que j'aime vraiment beaucoup leur ligne éditoriale. Mais ça avait commencé aussi il y a très longtemps avec Sapiens. Je pense que c'est leur premier jeu à Ketchup, ou un des premiers jeux. Et c'est ça. Ça s'est jamais arrêté en fait depuis. Mais par contre maintenant, je sais
ne pas acheter tout. Enfin, en fait, si. Non, j'achète tous les jeux que je veux acheter, mais par contre, ça tourne. Je suis plus dans la dynamique d'avoir une étagère de 600 jeux parce que c'est pas possible. Quand on travaille dans le milieu, c'est juste impossible de même tout tester. On va revenir après sur ce que tu fais exactement chez Scorpion Masqué. Toi, Martin, comment t'as découvert le jeu? Est-ce que tu jouais enfant? Comment le loisir il s'est installé dans ta vie? Je pense comme tout le monde, avec un hochet dans mon berceau. Donc oui, tout le monde découvre la vie par le jeu et ça a resté présent dans ma vie depuis le début. J'en ai pas fait une profession dès le départ. J'ai étudié en architecture mais j'avais déjà le désir d'être entrepreneur. Fait que j'avais fait un cours pour devenir entrepreneur et à l'époque, j'avais fait un plan d'affaires pour aller dans l'édition et le jeu m'intéressait beaucoup. Ma copine à l'époque, elle a dit bon, tu viens d'étudier pendant de nombreuses années, commence par aller travailler dans qu'est-ce que tu viens d'étudier et tu iras quand tu auras fait le tour de la question. Ça m'aura pris très longtemps à comprendre, mais j'ai fait le saut en 2019 également, là, à peu près en même temps que la vente de Scorpion. Donc, j'ai tranquillement mis de côté mes activités plus une compagnie de construction pour me joindre à l'actionnariat du groupe et l'acquisition de Scorpion Masqué aussi à ce moment-là. Et du coup, les jeux de société moderne qui t'ont marqué, en fait, c'est lesquels en fait qui t'ont vraiment passé du fait de jouer à vraiment être un amateur chevronné? J'ai eu plusieurs passes parce que bon oui, il y avait la passe enfant où on a les classiques de Mattel et compagnie qui étaient des jeux grand public qu'on connaît tous et qu'on veut pas rejouer aujourd'hui. Par la suite, j'ai découvert... j'ai eu une passe où j'ai mon beau-frère Normand qui m'invitait souvent chez lui. Lui avait déjà une grosse ludothèque à l'époque. On a commencé à faire des tournois de Formule D. Donc, il y a une phase dans les années plus 80. Des jeux un peu plus obscurs, mais qui ont quand même déjà marqué l'imaginaire ludique que j'ai aujourd'hui, comme Space Hulk, qui est d'une autre époque. J'ai un peu quitté encore le milieu pour revenir un peu plus tard dans les années au début 2000, 98 exactement, que j'ai commencé à me remettre dans le jeu et commencer à acheter des jeux. Okay. Donc là, j'ai commencé à acheter à profusion, peut-être un peu trop, mais... Ouais. Donc, mais ça s'est pas calmé dans mon cas, donc je déménage les jeux au chalet pour me faire de la place à la maison plutôt que m'en débarrasser. Et à un moment, tu as aussi créé une chaîne YouTube. Ah oui, ça c'est un coup de tête. Ça, on est obligé d'en parler quand même. On est un peu obligé d'en parler, effectivement. Ça s'appelle La Société des Jeux. La Société des Jeux, exactement. En 2017, c'est ça? Tu as plus d'informations que moi, probablement. Tu as fait tes recherches. Mon groupe d'amis, on se voyait à tous les jours, à toutes les semaines pour jouer. On suivait des vidéos YouTube d'explications de jeux. On se rendait compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui était fait en français à l'époque. Ça a changé beaucoup depuis. Et un du groupe a dit ça serait le fun qu'on fasse quelque chose sur YouTube là-dessus. Et généralement, je suis arrivé avec l'idée on devrait faire ça. Tout le monde a dit oui, on le fait. Puis finalement, il y a juste eu moi qui l'a fait. Mais ce que je trouve surprenant, c'est que j'ai persévéré tout ce temps-là, malgré le fait que c'est pas je suis pas quelqu'un qui est attiré par j'ai pas besoin d'être en avant d'une caméra, c'est pas moi du tout. Mais j'y ai trouvé plaisir. Et oui, je suis fidèle à chaque semaine. J'ai 1 à 2 vidéos tous les samedis avec mes abonnés. J'ai construit une communauté qui me suit. Et je pense que c'est plus ça que j'aime, c'est de ce lien-là avec les gens que je rencontre même à SN qui viennent me voir. Et l'idée du format, c'était de faire quoi? C'était de la présentation de jeu, de l'analyse? Enfin, qu'est-ce que tu avais en tête à ce moment-là? Qu'est-ce que tu trouvais qui manquait justement? J'ai été découragé rapidement quand j'ai dit oui, je fais la chaîne. Je me suis installé, j'ai dit je vais regarder ce qui se fait. Et je me suis aperçu qu'il y avait déjà une offre à peu près pour tout ce qui existait. Fait que je voulais pas refaire ce qui existait déjà. Et comme je suis quelqu'un qui va lire les règles pour tout le groupe, qui va pratiquer une partie avant de le faire et j'arrive préparé, donc souvent j'étais pris à jouer en solo au jeu. Et à ce moment-là, j'ai dit je vais offrir mes variantes solo sur ma chaîne. Comme ça, je vais avoir mon originalité à moi. Ça sera mes créations. Puis ceux qui aiment... et à l'époque, il n'y en avait pas du tout. Et j'ai fait une première vidéo, une deuxième. Et à la troisième vidéo, j'ai reçu un appel d'un certain Ignacy Trubicek qui m'a demandé si je pouvais publier ma version sur son site de Portal Game. C'était pour quel jeu? C'était pour Cry Havoc. Donc là, j'ai dit,
j'ai sûrement une certaine utilité dans le monde ludique. Et là, j'ai continué dans ce veine-là. Mais rapidement, j'ai continué à faire des variantes solo, mais ça n'a pas été la seule chose que j'ai fait. Là. J'ai fait beaucoup d'actualités puis beaucoup de couverture Kickstarter. J'ai été un de celui qui a embarqué en premier dans ce phénomène-là, 2002, je pense. Mais on te remercie pas alors. Ouais, c'est ça. Et j'en ai backé un peu trop à mon goût. Donc, la première année, je pense que j'ai fait 195 contributions. Wow. Tous reçus? À l'exception d'une que j'ai viens de recevoir il y a à peu près un an. Ça a pris très long. Mais oui, j'ai tous reçus. Donc, après ça, j'ai fait un cours 101, quoi faire et ne pas faire sur Kickstarter. Je pense que c'est... en tant que backer? Oui, c'est ça, exactement. Et toi, le Switch, pour que ça devienne... là, pour le coup, là, je comprends que la chaîne YouTube, c'était quand même plus une passion aussi. Enfin, le fait de partager ta passion, c'était de façon totalement en amateur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, donc tu disais que tu avais toujours eu cette petite envie de un jour travailler dans le milieu ludique. Oui. Comment se fait le switch en fait? Comment tu passes de l'un à l'autre de ton ancien métier? Ça s'est fait complètement par hasard. Mon beau-frère Normand, qui est quelqu'un qui joue à des jeux de société à toutes les semaines, il m'invite. Et c'est quelqu'un de connu, Normand, c'est un acteur au Québec assez connu. Et il me dit durant une soirée de jeu, j'ai des jeunes qui sont venus me voir, ils veulent partir d'un bar à jeu. Ils m'ont demandé si ça me tentait de leur aider. Finalement, il est tombé dans l'actionnariat du groupe de départ, qui était Randolph, le début du Randolph. Ils ont commencé à construire le pub sur la rue Saint-Denis à Montréal. Et rapidement, ils se sont aperçus que ça prend un permis, ça prend un entrepreneur, ça prend quelqu'un qui connaît le métier. Et ils ont sonné à ma porte pour savoir si je pouvais les aider. Donc, dès le début, je les ai aidés. J'ai construit le premier pub et je les ai aidés à partir en disant « Vous me payerez quand vous serez capable de le faire, quand l'activité générera assez de l'argent pour le faire. » Et donc, j'ai toujours suivi l'activité du développement parce que j'étais... il m'appelle le 5e Beatle. C'est celui qui était dans l'ombre. Et récemment, dans 2019, j'ai Benoît qui a voulu prendre sa retraite. Et il a dit, j'ai mes parts qui sont à vendre, ça te tente dessus. Moi, ça me tentait de prendre ma retraite en achetant ça, à l'inverse. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait le saut. Okay. En sachant pas trop dans quoi je m'embarquais, par contre. Mais du coup, au départ, tu arrives chez Randolph, dans le groupe Randolph, chez Randolph, c'est quoi ton titre, ton intitulé de poste, comme on dit? J'ai acheté la première franchise du groupe parce que les 2 premières succursales des pubs ludiques étaient en mode corporation, donc qui appartenaient au groupe Randolph. Et la 3e, ça a été une première franchise, donc par une personne tierce qui va faire les opérations. Et j'ai acheté cette première franchise-là. Et par défaut, je suis tombé directeur des pubs. Donc, c'est un poste que je trouve super cool. Oui, moi aussi, je trouvais ça pas pire. Donc, je vendais de la bière et des burgers, ça va. Que demander de plus? Oui. Mais un jour, on a dit on a besoin d'aide en haut, donc ça te tente de venir prendre la direction. Puis, il y a un peu moins de 2 ans, j'ai accepté le poste de directeur général du groupe. Là. Mais donc, à ce moment-là, vous êtes encore séparés vous n'êtes pas encore Hachette ou vous êtes déjà Hachette à ce moment-là? Hachette, ça s'est fait lors de la transaction avec Scorpion Masqué. D'accord. Donc, Scorpion s'est mis en vente. Christian est venu nous voir, il est intéressé à vendre et on a fait un souper avec lui. On a dit que oui, ça nous intéressait. C'est une compagnie québécoise. On est partis presque en même temps. Lui s'est concentré dans l'édition. Randolph était plus dans la diffusion et dans l'animation. Mais par la bande, on a fait quand même de beaux succès en édition et en distribution. Donc, ça nous intéressait. Par contre, de compétitionner parce que c'était quand même un acteur qui était présent sur la scène internationale. Mais parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucun lien capitalistique entre Randolph et Scorpion Masqué. Non. Vous êtes deux entreprises complètement différentes, indépendantes. Oui, exactement, mais qui se connaissent bien. Puis nous, on s'est dit, oui, ça nous tenterait de racheter les parts pour que la compagnie reste québécoise. Mais c'est compliqué d'être dans le même terrain de jeu que des grosses compagnies comme Asmodée et les autres qui auraient pu se positionner. Alors, on s'est dit comment on peut présenter une offre qui tient la route. Et puisqu'on distribuait déjà à l'époque certains jeux de Gigamic, entre autres, et que Hachette commençait à se positionner en acquisition de studios français principalement, on s'est dit que ça serait une bonne idée d'aller leur parler et de faire une offre conjointe.
Et c'est comme ça que l'union s'est fait au fil des temps. Donc en fait, à ce moment-là, vous cédez vos parts à Hachette, enfin une des structures d'Hachette. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a eu de la participation de part et d'autre dans l'ensemble des structures. Avec des participations croisées, c'est ça? Oui, on devient propriétaire de Scorpion, on est encore propriétaire de Randolph. Il y a de la participation de la part d'Hachette dans les deux entités et on décide de fonder, pas longtemps après, Hachette Board Game USA, qui est une nouvelle entité pour laquelle on est également copropriétaire. OK, et c'est à ce moment-là qu'après toi, tu deviens vraiment... Donc toi, aujourd'hui, tu diriges les deux entités? Les trois entités, donc Scorpion Masqué, Randolph Distribution et Édition au Canada, puis plus Hachette Board Game aux États-Unis. Il me reste un peu de temps pour dormir. Ouais, et de faire encore tes vidéos pour ta chaîne YouTube. Oui, j'ai pas arrêté. Ça, c'est la passion qui me tient. Et donc, par-dessus ça, je me suis ajouté en plus un podcast de l'autre côté du plateau, donc ça fait beaucoup. Et donc là, l'idée, c'est de profiter des synergies entre toutes ces entités. En fait, de profiter qu'il y en ait un qui a plutôt une spécificité édition, une autre plutôt dans la distribution, le fait d'avoir aussi des pubs, c'est-à-dire que ça permet de promouvoir aussi quelque part l'activité. Enfin, c'est l'idée, c'est d'avoir un peu toute la chaîne de valeur. Au bout de la ligne, c'est ce que ça fait sur certains titres, parce qu'effectivement, on est propriétaire, on est concepteur, on est distributeur et on est activateur. On fait même jusqu'à la vente, donc on est sur la chaîne au complet pour les jeux Randolph, pour les jeux Scorpion. Mais les pubs, c'est vraiment une belle plateforme de diffusion et qui nous permet de mettre de l'avant nos jeux, puisque c'est plus de 50 000 joueurs par mois qui viennent dans nos établissements au Québec. C'est quand même beaucoup de joueurs que lorsqu'on décide de dire le prochain jeu de Scorpion Masqué, on vous le fait jouer dans les pubs, c'est des gens qui apprennent à le connaître et donc ça nous aide forcément, oui. Et est-ce que toi, tu t'occupes aussi de l'éditorial ou pas du tout? Je suis consulté, mais c'est pas... c'est pas ta fonction? C'est pas ma fonction. Je laisse les créatifs s'occuper de la création des jeux. Je suis dans le comité de sélection. Je vais aller donner mon opinion, mais ça s'arrête là présentement, jusqu'à temps que je change de fonction. Aujourd'hui, l'organisation, c'est quoi en fait? Donc toi, tu es au-dessus des trois entités et ensuite, tu as la direction des trois entités forcément, puisque je comprends qu'il y a quand même l'entité qui est un peu holding, c'est ça? Hachette Board Game USA, c'est ça? C'est la holding des deux autres ou? Non, c'est une sœur. C'est effectivement trois entités distinctes, mais avec les mêmes actionnaires. Oui, donc elles sont juste sociétés sœurs d'un groupe. Exactement. OK. Et comment ça se passe? En fait, qui assure la ligne éditoriale de chacune des entités? Parce que Randolph aussi édite des jeux. Randolph édite des jeux, effectivement. C'est Joël Gagnon, mon associé, qui est à la tête du studio. Donc, c'est lui le chef studio qui s'occupe des créations Randolph, mais également des localisations, parce qu'on fait beaucoup de localisations en langue québécoise, parce que oui, il y a une différence entre le français et le québécois. Et du côté de Scorpion Masqué, c'est Emmanuel Sanchez qui est chef studio de ce côté-là, qui était le bras droit de Christian, qui est derrière les beaux succès qu'on a présentement. Et du côté Hachette Board Game USA, on n'a pas vraiment d'édition. Oui. C'est de la distribution, donc c'est vraiment... C'est de la distribution uniquement. Exactement. Toi, Joël, tu travailles plus pour Scorpion Masqué ou si tu travailles aussi pour Randolph? Non, je travaille à 100% pour Scorpion Masqué. C'est vraiment au début, quand j'ai rejoint la compagnie, où mine de rien, pour revenir à quelque chose, il y a quelques années, je savais pas que on pouvait travailler dans le jeu de société. Donc c'est ça aussi, c'est ça qui, à un moment donné, cette réflexion qui a fait que j'ai envoyé des mails ici et là, puis les réponses des gens, m'ont montré que il y a encore du chemin à faire pour avoir une structure en fait avec beaucoup d'employés, surtout dans des petits studios. Là où, quand j'ai eu mon contact avec Joël Gagnon, dont Martin parle, c'était OK. Son point de vue était, je parle à quelqu'un d'intéressant, mais comment est-ce que je peux faire pour que cette personne ait une place dans la compagnie? Puis comment est-ce qu'on... au niveau du budget, c'est aussi parfois un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qui fait que je vais trouver la chose qui va légitimiser sa présence? Et un point était de pouvoir travailler et aider sur les deux studios. Okay. Donc ça a été ça vraiment l'entrée. C'est l'opportunité d'aider tout le monde. Et de pas... Parce que c'était une création de poste du coup. Parce qu'en fait, vous êtes passé quand même de structures qui étaient entre guillemets des petites entreprises, vraiment un peu artisanales, où tout le monde est plus ou moins souvent polyvalent, à quelque chose qui a intégré un très gros groupe avec de fait d'autres impératifs.
et une autre façon de travailler, quoi. Mais c'est vraiment l'occasion qui a fait que c'est la rencontre qui a créé l'occasion. Je pense que ça répondait à un besoin, mais qui était pas encore, qui avait pas été encore enfin, qui n'était pas encore rempli, quoi, en fait. Hein. Oui. Puis il y a aussi quelque chose auquel je pense, c'est que à la base, quand j'avais rencontré Joël, c'était pour un poste plus dans la distribution, sachant que moi, ces dernières années, et c'est ce que je veux faire moi dans ma vie, j'étais brand manager dans un studio de jeux. Et je pense que c'est mon profil très studio qui a aussi donné l'idée à Joël. En fait, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas du marketing studio? Et le fait est que, du coup, le groupe Randolph avait ces 2 studios-là. Mais voilà, ça tombait bien, en fait, de pouvoir faire les 2 en même temps parce que on était tous en train de se poser des questions de qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais le faire? Est-ce que Scorpion va prendre plus de temps? Est-ce que Randolph va prendre plus de temps? Et en fait, c'est en faisant le travail et en apprenant et en moi-même créant mon day-to-day que au final, on s'est dit, mais en fait, il y en a plus que pour une personne sur un studio. Donc, comment moi, je connais pas du tout le marketing, en fait, mais comment est-ce que c'est compliqué de gérer 2 marques différentes, en fait, en même temps? Parce que tu dois tenir compte des spécificités, j'imagine, de l'image de chacune, parce qu'il y a toujours une image particulière qui est associée. Enfin, donc ça nécessite un peu de se dédoubler, d'avoir 2 visions différentes. Oui, parce que clairement, Scorpion Masqué et Randolph, c'est 2 ADN complètement différentes, et ne serait-ce, ça passe par les jeux déjà. Ça passe par les jeux, puis ça passe par c'est ça, l'ADN du studio. Comment tu les qualifierais justement, l'ADN des 2? Mettons que du côté de Randolph, c'est vraiment brut. Je sais pas comment dire. C'est genre, par exemple, si j'étais à parler pour le studio de Randolph, mettons que j'écrirais un peu comme je parle et je serais vraiment dans ce côté immédiat. Oui, immédiat, spontané, ou la rencontre, en fait. Il y a vraiment un côté très très brut et très naturel et spontané chez Randolph. C'est comme à la maison. Voilà, c'est comme à la maison. Du côté de Scorpion, il y a quelque chose d'un peu plus étoffé, sans que ce soit négatif. Oui, bien sûr. Mais il y a quelque chose d'un peu plus étoffé. Il y a une marque qui s'est construite autour de quelque chose d'un peu plus prestigieux. C'est pas du tout la même chose. Disons que si je faisais ça dans une métaphore, Randolph, je serais en short et en t-shirt et je serais assez chill. Puis Scorpion, je mettrais un petit pantalon et une petite veste. C'est un peu comme ça que je vois les choses, et c'est très 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 difficile au quotidien de se dire je laisse mon short de côté, puis je vais mettre mon pantalon, puis 2 secondes après je ramasse mon short. C'était vraiment très très difficile. Et puis après, de manière plus générale aussi, je pense que j'avais comme une affinité un peu plus forte du côté de la ligne éditoriale de Scorpion, et finalement c'est Scorpion qui me demandait le plus de travail. D'accord. Par rapport aux opportunités, par rapport... Pourquoi, en fait? Parce qu'il y avait plus de sorties, ou... Par rapport aussi aux jeux, qui me demandaient de faire plus de choses. Ouais, plus de communication, plus de relationnel, plus... Enfin, Martin, tu peux... Là-dessus, il faut dire que Randolph était, parce que ça a changé, mais beaucoup plus provincial. Donc, on parlait à la communauté qui nous connaissait déjà. Et, tu penses que c'est lié au fait qu'il y avait les bars à la base? Oui. Enfin, c'est pas du tout le même type de création. Non, parce que les jeux sont créés pour jouer dans les bars. Ouais. C'est surtout des jeux de party, c'est surtout des jeux qu'on veut animer, c'est des jeux qui ont ce profil-là et c'est ce qu'on cherche. Donc, la communication était portée là-dessus, donc ça n'a pas de portée internationale par rapport à Scorpion qui, lui, est présent dans plein de pays, donc ça nécessite une toute autre approche de communication puis de marketing. Ça, pourquoi c'est carrément 2 métiers différents. Et Joël avait ces qualifications-là pour faire rayonner le jeu à l'international, et ses atouts ont été mis à profit de ce côté-là, puis je pense que ça fait du sens aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a dissocié les 2, et maintenant, on a quelqu'un qui s'occupe du marketing Studio Randolph et quelqu'un qui s'occupe du marketing du côté de Scorpion. Mais je pense aussi que ce que tu dis, ça me fait penser à ça, c'est que les jeux Randolph ne demandent pas autant de réflexion en termes de stratégie que ceux du Scorpion Masqué. Comme Martin dit, c'est vraiment des jeux d'ambiance, de party, et Randolph le fait extrêmement bien. Ça, c'est vraiment quelque chose que le studio fait extrêmement bien.
mais c'est pas forcément des jeux qui vont demander de réfléchir à une stratégie sur 6 mois, sur 1 an. Okay. C'est plus de l'opportunité en fait du côté de Randolph. Oui, et le fait d'avoir les bars, c'est aussi une façon de faire du marketing en fait immédiate et que t'auras pas avec les jeux Scorpion Masqué, si je comprends bien. Ben oui et non, parce que moi je bénéficie de la structure des pubs pour, comme Martin le disait tout à l'heure, pour faire rayonner les jeux Scorpion. Là par exemple, on a fait une bière festival, une bière tropicale festival, parce que Randolph nous permettait de faire ça en ayant les compétences logistiques et du coup, ce qui est cool, c'est que ça fait au final un combo bière-jeu dans un pub. Ça, Scorpion Masqué n'a pas du tout la ressource en fait, la ressource pour gérer ces choses-là. Et au final, ça fait une très très belle synergie. Donc vous êtes au Canada, donc on l'a dit à Montréal, mais vous êtes en langue française. J'imagine que le marché français c'est aussi un marché important. Qu'est-ce que ça fait de pas être en France en fait? Qu'est-ce que vous voyez comme différence avec, parce que il y a d'autres sociétés qui sont un groupe Hachette, pas mal de studios, on l'a dit tout à l'heure, qui ont été rachetés, Gigamic, après BlackRock en distribution, Storyboard French, Catch-Up. Quelle différence vous avez l'impression de vivre par rapport à ceux qui sont directement en France? Vous le ressentez ou pas? Moi, quand je suis arrivée à Scorpion Randolph, on m'a dit le marché français, c'est un des principaux marchés, notamment du Scorpion. Parce que le Randolph, à l'époque, ne s'était pas encore internationalisé. Il y avait du coup cette volonté de le faire et qui a été possible et qui est possible en fait grâce à un partenariat avec Gigamic qui existe de longue date. Mais je pense que les jeux édités par Randolph n'offraient pas cette opportunité-là. Mais le marché français pour Scorpion, c'est le marché principal. Je pense que dans les chiffres, quoique maintenant les US... L'Allemagne a probablement pris le devant. Oui, maintenant l'Allemagne a sûrement pris le devant, mais voilà, la France est un vraiment marché très fort. Et puis la majorité des gens pensent que le Scorpion Masqué est français, déjà, de fait. Donc ce qui est drôle, c'est que si on reprend un peu le parallèle avec les deux, c'est par rapport à Randolph, c'est de dire que ça existe en France et que c'est vraiment québécois. Puis par rapport à Scorpion, c'est de dire que non, c'est québécois, mais que ça existe en France. Et vous sentez que c'est le fait d'avoir un marché important, mais où vous n'êtes pas physiquement, enfin, ça change quelque chose pour vous, pas en termes comment? Mais en fait, on a un distributeur qui fait bien son travail, donc ça c'est vraiment chouette et on se sent en confiance. Mais là où ça peine un peu, c'est rencontrer les gens, pouvoir montrer des prototypes un peu plus en amont qu'on ne le ferait à Cannes ou à d'autres événements comme ça, ou même un peu plus en off. En fait, c'est le contact avec les gens qui manque dans cette distance-là. Juste ajouter là-dessus que je veux rendre hommage à Christian, qui est le fondateur de Scorpion, parce que dès le début, il a privilégié de s'implanter fortement en France. Il n'y avait pas personne qui pouvait porter le flambeau là-bas, et Christian l'a fait en venant à tous les événements, en rencontrant tout le monde, en se faisant connaître. Et c'est pour ça que maintenant, c'est considéré comme dans l'esprit de certaines personnes, comme une boîte française, mais c'est parce que Christian a mis beaucoup d'efforts pour se faire connaître là-bas. Et il s'est pas juste fié à son partenaire en donnant des boîtes, en disant mets-les dans les tablettes. Il a fait la démarche comme s'il restait sur le territoire, et c'est ce qui a fait la différence. Donc, voilà pour la belle histoire de Christian, et c'est né de là. Et le fait que Randolph développe plus les jeux à l'international, en fait, que ce soit moins local finalement, c'est à quel moment vous avez eu cette volonté? Bon, on a toujours eu la volonté de sortir du Québec. Après ça, les principaux succès qu'on a eus, c'était des adaptations québécoises de jeux. Donc, c'est difficile à exporter à ce moment-là. À partir du moment où on a commencé à tomber en création, là, on a commencé à avoir la possibilité de l'exporter. Et c'est tout récemment, là, ça fait seulement 2 ans qu'on est présent sur le marché extérieur du Québec. Et ça a commencé par la France, mais maintenant on a des partenaires dans plusieurs pays, et c'est intéressant à voir. Et de plus en plus, nos produits vont prendre un peu cette tangente-là. On délaissera jamais
le party game des pubs parce qu'on en a besoin, nos clients les demandent, puis notre public nous attend là-dessus. Mais parallèlement à ça, on va avoir des produits comme Littoral qu'on vient de sortir, qui a une belle sortie internationale, qui est en rupture de stock, qu'on est capable de faire des choses différemment. Mais c'est pas des jeux de party, mais c'est des jeux qu'on sait bien faire. Et là-dessus, chapeau à l'équipe de Joël. Et le marché américain, qu'est-ce qu'il a? Parce que géographiquement, vous êtes pour le coup plus proche d'eux. Comment vous l'appréhendez, vous? Comme tout le monde, avec beaucoup d'angoisse. C'est pas un marché facile. Le marché américain, tout le monde, beaucoup de monde s'est essayé, beaucoup de monde se sont cassés les dents sur le marché américain parce qu'il y a une structure, un pays immense, des frais logistiques très importants. Oui, on m'a dit que la distribution, c'était super compliqué aux États-Unis, en fait. Oui, parce que il y a 2 degrés d'acteurs qui n'existent pas en France. Donc, ça fait 2 intermédiaires de plus à rémunérer dans la chaîne, ce qui fait en sorte que la profitabilité d'une opération, elle est déficiente à moins d'avoir un immense volume. Donc, tu peux pas rentrer aux États-Unis à faible volume ou tu peux le faire en auto-édition ou toi-même te promouvoir, mais ça rend un équilibre financier assez difficile. Donc, nous, on est en train de le construire, on y va tranquillement et on s'adapte parce qu'effectivement, faut être capable de passer à travers les premières années qui vont être très difficiles. Là. Et vous voyez des différences entre le public, en fait, enfin les joueurs et joueuses entre les profils européens? Alors, je sais pas ou est-ce que même dans l'Europe, ça peut être différent, mais par rapport aux US, il y a vraiment des profils différents? Souvent, on va venir dans des salons, comme là, je suis avec T-Care, qui est notre responsable pour le marché américain. Et on rencontre les partenaires et ça fait toujours rire ou choquer certains parce qu'on leur dit « Votre jeu est trop beau. Votre jeu a de l'air trop difficile. » Parce qu'on a le public français aime les jeux, aime les beaux jeux. Tout à votre honneur. Et le marché américain voit un beau jeu, il va se dire « Oh, ça a de l'air difficile, ça. » Donc, c'est un frein à l'entrée. Ah bon? C'est pour ça que plus le jeu est dans l'esprit accessible, plus c'est facile à vendre. Donc, un Ski Joe qui fait des records est un laid jeu, on va se le dire, mais ça n'empêche pas d'en vendre 1 500 000 par année. Donc, c'est ce genre de jeu-là qui est plus facile pour le marché américain parce qu'il y a vraiment un frein à l'entrée. Il y a 2 freins, c'est celui de rendre le jeu trop complexe, donc il faut que ça ait de l'air facile, et il faut que le prix soit vraiment bas. Donc, ils ont vraiment une barrière de prix. Un jeu pour enfants que vous achetez sur votre marché à 40-50 €, c'est impensable aux États-Unis. Tout ce qui dépasse 20 $ canadiens, ça passe pas. Donc, c'est vraiment un autre monde. D'accord. Alors, j'aurais pensé que tu vois, ils n'étaient pas réticents à payer. Non, parce que les adultes aux États-Unis ne jouent pas avec les enfants. Ils achètent des jeux pour les enfants. OK. Donc, ils n'ont pas cette mentalité-là. Là, je généralise quand je dis ça, mais généralement, c'est ce qui se passe. Donc, ils vont aller dans des grandes surfaces, chez Target, ils vont acheter des jeux cheap, ils vont les donner aux enfants pour qu'ils s'amusent. Donc, le toy factor qu'on appelle, donc tout ce qui est visuellement attrayant, c'est ce qu'ils vont chercher. Et toi, Joël, en termes de marketing, qu'est-ce que tu vois comme différence justement selon les marchés, les géographiques? Est-ce que tu fais les mêmes coms? Ça, c'est une question piège parce que, en fait, moi, en tant que studio, je réfléchis à une stratégie globale et l'idée, c'est que chaque marché l'adapte. C'est le penser global, agir local. C'est vraiment ça. Et il y a des marchés que je maîtrise moins bien que d'autres. Le marché américain, clairement, je le maîtrise pas et c'est pour ça que c'est important que chaque distributeur ait des personnes clés qui connaissent leur marché parce que c'est ça, en fait, le but d'une stratégie globale. C'est d'arriver à amener un positionnement, des piliers et une stratégie à adapter pour chacun qui, eux, connaissent leur marché par cœur. Le fait est que je suis beaucoup consacrée au marché français parce que je le connais aussi. Donc ça, c'est le marché que je connais le mieux et où j'arrive le mieux à être impactante, moi, en direct. Puis après, mais donc, tu as des relais dans les autres pays? Enfin, c'est comment ça? Des homologues, enfin des personnes à qui tu vas expliquer la stratégie globale justement que tu as et ensuite qui vont la décliner? Comment ça se passe? C'est ce que je fais. Parfois, ça se décline plus ou moins bien. Mais oui, c'est l'idée en fait, d'arriver avec ma stratégie puis de donner en fait toutes les clés, tout le vocabulaire, comme une bible produit en fait aux distributeurs pour leur dire voilà, là je vous ai donné toutes les clés
pour que vous arriviez à penser à des idées puis à les adapter chez vous? Moi, je voulais aussi qu'on revienne sur le Kickstarter de Dead Cells, parce qu'on en avait déjà parlé un peu en off, parce que c'était la première fois que vous faisiez un Kickstarter. Oui. En général, toutes les personnes avec qui j'en ai parlé qui en ont fait ont dit que c'était particulièrement éprouvant. Voilà, que pour toute la durée de la campagne, c'est compliqué. Qu'est-ce qui a motivé d'abord le choix de faire le Kickstarter? Déjà, je te confirme que ça nous a tous mis sous le carpet. C'est 100%. À ce point, au point qu'on se dise, prochain, ouais, non. Alors, en tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. Mais qu'est-ce qui a motivé ça? Au final, c'est vraiment un levier, en fait. C'est un levier pour pouvoir faire un jeu qui demande autant... comment dire? En fait, financièrement, c'est juste pas possible si on n'a pas les fonds de base. Des précommandes, en gros. Exactement, en fait. Là, c'est ça. On a fait produire pour 11 800, je ne sais plus combien, personnes. On savait, en fait, qu'on lançait cette production pour ces gens-là. C'est difficile de le faire d'une autre manière, à l'aveugle. Et c'est vraiment la levée de fonds, en fait, qui a rendu ce projet possible. En fait, vous aviez la licence au départ, c'est ça? Non, en fait, je l'ai raconté tout à l'heure cette histoire, mais je pense que Manu la raconterait mieux que moi. En fait, à la base, Manu est fan de roguelite. C'est vraiment un fan inconditionnel. Puis, dis-moi si je me trompe, Martin, mais à un moment donné, dans une discussion avec Théo Rivière, la licence Dead Cells est venue sur le tapis parce que lui connaissait quelqu'un qui travaillait chez Motion Twin. Et au final, disons que les étoiles se sont alignées entre la volonté de faire un roguelite, la passion même de Manu pour Dead Cells, le fait que Théo connaisse quelqu'un qui travaille chez Motion Twin, qui est le studio de dev du jeu, avec 4 auteurs qui sont pas mal bons, qui pouvaient apporter une idée de base et construire cette idée. Tout ça, ça a fait qu'on met ça dans une petite boule, on la secoue et ça donne une opportunité avec un studio avec un licencieur, en fait, qui n'est pas compliqué, qui n'est pas pénible, qui est plutôt ouvert, en fait, aux idées, à porter sa licence. Ouais. Parce que, des Disney, des autres, c'est plus compliqué. Ouais. Là, vraiment, on est parti sur, j'ai l'impression, parce que moi, j'étais pas forcément là à l'époque, mais je connais l'histoire, mais sur une entente, en fait, qui plaisait à tout le monde. Parce qu'en général, c'est vrai que le jeu a plutôt moi j'en ai entendu de bons retours, alors qu'en général, les adaptations en jeu de plateau des jeux vidéo, c'est souvent catastrophique et souvent on dit il faut pas faire ça. C'est souvent du fan service, voilà. C'est ça, souvent, le mauvais côté qui ressort, c'est opportuniste en fait. On prend un jeu, on y colle une licence et puis on espère que ça marche. Là, il y a vraiment une vraie passion en fait. À la base, il y a une passion pour le jeu vidéo qui est Dead Cells, qui est partagée par les auteurs et qui était partagée aussi par Manu. Puis cette vraie volonté de Manu de faire un jeu roguelite qui reprend vraiment cette spécificité en fait. Et au final, je pense que ce qui fait ressortir le jeu du lot, de ce que j'ai pu entendre à date, que ce soit pendant la campagne, avec les gens qui ont pu tester le prototype ou maintenant les gens qui commencent à recevoir leur jeu, c'est que on est vraiment pas, et je le sais, on n'est vraiment pas dans un copier-coller. C'est impossible de copier-coller la vibe du jeu vidéo dans ce jeu de société parce que c'est un jeu qui est vraiment fast-paced, qui est vraiment ultra rapide. On joue pas en avance rapide là autour d'une table, mais par contre, il y a vraiment l'essence du jeu vidéo qui a été retranscrite dans l'expérience que peut être un jeu de société. Et la campagne Kickstarter, donc on disait, t'as dit que c'était effectivement, tu confirmais que ça avait été éprouvant. Tu t'imaginais, tu t'attendais à ça ou il y a vraiment des trucs qui t'ont surpris? Non, je m'attendais pas à ça parce que j'avais jamais fait ça vraiment. Puis après, on était quand même un peu lucide sur ce qu'on était capable de produire et de fournir et ce qu'on pouvait pas faire. Et c'est pour ça qu'on a demandé à la boîte de jeu de participer, de contribuer avec nous au succès espéré en tout cas de la campagne. Donc eux ont géré vraiment et continuent de le faire, gérer toute la communauté. Ils nous ont aidés à monter la page Kickstarter parce qu'ils avaient vraiment la connaissance, la boîte de jeu. Oui, ils ont une expertise. Exactement, il y a beaucoup de leur succès qui repose sur l'expérience de Kickstarter. Je crois que un de leurs, Outlive, il avait été mis sur Kickstarter au moment très rapidement après l'ouverture de Kickstarter. Je crois sur le marché français. Il y a quelque chose comme ça. Ils ont été dans les premiers à faire des Kickstarter de jeux de société en France. Puis, c'est ça.
Effectivement, Outlive a été un des premiers projets français qui est arrivé sur le marché. Puis, ils ont construit de l'expertise au fil des projets parce que It's a Wonderful World aussi est passé par là. Puis, de fil en aiguille, ils ont construit une communauté et un savoir-faire que nous, on n'avait pas. Donc, ça faisait du sens de profiter de leur expérience. Et une chance qui était là parce qu'effectivement, nous, le problème, c'est que on a un calendrier de sortie. Et on n'a pas déplacé nos calendriers. On a fait ce projet-là en plus des autres projets qu'on fait. Et c'est pour ça que ça a épuisé beaucoup de monde, parce que ça demande une concentration d'énergie dans un court laps de temps durant la campagne, mais c'est un long processus avant et après, parce qu'on n'est pas encore sorti de là. Donc, c'est pour ça que c'est quand même ce qu'on appelle time-consuming. Là. Ça demande beaucoup de temps à toutes les équipes et ça défocus les équipes de ce qu'ils font normalement. Donc, c'est une expérience, oui, mais je pense que si tu veux avoir un profil qui fonctionne, ça prend une équipe comme dédiée pour ce type de projet-là, pour pas faire ça en plus des autres projets. Ouais, ben, en général, on dit aussi que pour gérer toutes les réponses, la communication et tout, souvent pour aussi définir les stretch goals, tout ça, il faut vraiment des gens qui connaissent très bien les arcanes en fait des financements participatifs et qui savent exactement à quel moment il faut communiquer sur telle chose, à quel moment il y a une vraie expertise de. Ben nous, on n'a jamais eu cette prétention-là de le savoir. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a essayé de s'entourer des gens qui sauraient aussi nous aiguiller. On avait plein de questions au début. Est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce qu'on fait comme ça? Et puis, comme Martin le dit, en comparaison à d'autres compagnies qui ne font que du Kickstarter, nous, on a quand même un calendrier de sortie. Et c'est à la fois quelque chose qui, je pense, a rassuré aussi des backers. De se dire, qui est Scorpion Masqué? Ah, c'est un éditeur de jeu qui... existe depuis autant d'années. C'est pas un éditeur qui vient de se monter pour faire juste ce projet-là et on sait pas d'où ils sortent et C'est ça, exactement. Et en fait, c'est vraiment... Cette plateforme a permis, on va dire, de réaliser le rêve de Manu parce que clairement, c'est son projet rêvé. Et c'est ça, et on l'a fait avec nos connaissances. Si c'était à refaire aujourd'hui, on changerait quand même pas mal de choses. Mais on l'a fait et c'est extraordinaire. Moi, je sais que marketingment parlant, en tout cas, c'est un projet génial parce que j'ai commencé à travailler sur une stratégie quand je suis rentrée au Scorpion, donc en mars 2022. J'ai commencé à y penser à ce moment-là et puis la campagne s'est lancée en mai 2023. Donc, c'est une stratégie de longue haleine. Puis ça, c'est génial, en fait, de voir aussi, en comparaison au travail quotidien que je fais, de voir l'impact direct, en fait, des communications au sens large, du PR, des posts, de tout, en fait. Dans le sens où la première partie, c'était j'arrive plus à parler français, mais le fait de s'enregistrer sur la page Kickstarter. Donc, clairement, on envoie un communiqué de presse, il y a des retombées, on voit que le chiffre monte. Puis pendant la campagne, on mène des actions. Par exemple, on a eu Motion Twin qui nous ont vraiment, vraiment aidés. Ils se sont vraiment impliqués. On a eu de la visibilité in-game. Donc, en gros, quand on lançait le jeu sur Steam, il y avait un encart avec le board game. On a eu des news avec eux sur Steam. Ils nous ont soutenus sur leurs réseaux sociaux, sur les plateformes de communication officielles de Dead Cells. Il y a vraiment eu beaucoup d'actions qui ont été mises en place et on voyait vraiment les résultats après. Et donc ça, c'est ultra satisfaisant comparé à une campagne qu'on peut faire sur un jeu lambda, mettons sur un jeu plus classique, où ça passe par le distributeur, par les boutiques. J'ai aucune idée clairement de l'impact direct de ce quelque part, ce que tu expliques, ce que je comprends, c'est que tu dis, c'est que tu avais les retombées en immédiat. Exactement, en fait. J'avais vraiment, je mets un trailer sur YouTube, je vois qui a cliqué, je vois d'où viennent les backers qui ont acheté le jeu, en fait. Est-ce qu'ils viennent de YouTube? Est-ce qu'ils viennent des pubs qu'on vient de lancer? Et ça, c'est ultra satisfaisant et c'est ultra motivant à encore faire plus pour faire monter les compteurs. Est-ce que, maintenant que la campagne, ça fait 1 an et demi maintenant que la campagne est terminée, est-ce que vous pourriez vous projeter pour un projet qui ne justifierait, bien sûr, de refaire un Kickstarter, un financement participatif ou vous êtes, Est-ce que les journées peuvent s'étendre? Si oui, pourquoi pas? Sinon, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Je pense que il y a quelque chose qui, comme Martin le disait, c'est difficile d'avoir d'autres activités à côté, puis de se consacrer là-dedans. Et après, c'est une opportunité géniale pour faire des choses qu'on ne ferait pas dans la vie.
Mais aujourd'hui, on n'y pense pas. Pour l'avenir, là, les prochaines sorties, quels sont les objectifs, sur quel projet vous avez, que ce soit pour Scorpion Masqué ou pour Randolph? Nous, on a un réseau de distribution qui est bien établi au Québec. C'est difficile pour moi de dissocier Randolph d'Hachette Board Game parce que c'est deux compagnies de distribution. Et maintenant, on réfléchit sur une mode distribution Nord-Amérique. Donc, c'est sûr qu'on pense beaucoup plus maintenant Nord-Amérique, ce qui fait qu'on prend beaucoup plus de projets anglais-français. Là, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui à SN, c'est qu'on multiplie les contacts pour amener de nouvelles compagnies dans le giron pour être capable de faire de la distribution de notre côté. On veut repartir un mode de localisation. Donc, on va avoir des gens qui vont être consacrés à ramener d'autres produits chez nous. Donc, le développement va surtout passer par là. Au niveau de la croissance. Au niveau des titres, on a quelques beaux titres qui s'en viennent. On vient de sortir Very Badland qui fonctionne bien. Qui est un jeu d'un auteur québécois qui est ici avec nous pour faire la présentation. Donc, c'est super de ce côté-là. On a eu un beau succès avec Littoral. On a un autre jeu qui est en création qui devrait suivre prochainement dans la lignée 2, mais c'est pas une extension. Et on a encore de belles surprises qui s'en viennent. Je vais laisser le responsable marketing faire ses annonces en temps et lieu, mais il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent. Et toi, Joël, pour Scorpion? Du côté du Scorpion, nous, là, c'est vraiment plein feu sur Dead Cells. Puis, on vient de sortir Festival, un jeu de Grégory Grard, illustré par Mélodie Leblond. Un petit jeu familial qu'on aime beaucoup. En tout cas, que moi, j'aime beaucoup. Du coup, 2025, on est déjà là, va être assez riche. Puis, pour Scorpion, il y a un petit côté chouette, c'est qu'on revient un peu sur des bases, un peu avec les jeux enfants. On en a deux là qui arrivent. Un en début d'année, puis un autre en fin, qui sont beaux et chouettes. Je pense que tu y as joué tout à l'heure. Oui, alors, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... puis à côté de nos jeux pour enfants, on a un jeu un peu plus familial aussi qui arrive avec Mélodie Leblond aux commandes aussi et un auteur un peu secret que l'on garde sous le coude. Et on a un autre jeu aussi à deux qu'on développe, un autre univers, d'autres mécaniques, mais qu'on a vraiment hâte de montrer à tout le monde. Ces jeux-là, ils seront plus dévoilés à Cannes, j'imagine que là, on en saura plus en fait. À Cannes, on va pouvoir les montrer, mais je pense que l'idée, c'est d'en parler un petit peu avant et de commencer un peu à les introduire auprès de tout le monde. Sauf que ce qui est difficile, en fait, c'est de gérer avec les jeux qui sont en cours, puis les jeux qui arrivent. Et la difficulté, moi, je trouve, de mon point de vue, c'est que on parle de tellement de jeux différents avec des audiences tellement différentes, mais au final, on parle aux mêmes gens sur les mêmes plateformes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ne pas désintéresser un joueur de Dead Cells quand on parle d'un jeu pour enfants? Je trouve que c'est vraiment toute la difficulté et la gymnastique à avoir. Et c'est pour ça que c'est important, quelque part, de trouver les bonnes plateformes pour parler aux bonnes personnes ou de trouver les bonnes activations ou les bons leviers. Parce que c'est difficile de parler sur une même plateforme à tellement de gens différents parce que finalement aujourd'hui le Scorpion Masqué a un large éventail de types de jeux. On est dans du jeu enfant, familial, puis du jeu qui peut être catégorisé comme expert avec Dead Cells, mais qui au final est un peu plus de l'initié. Mais qui est pour un public plus ciblé en fait. Exactement, oui, clairement. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre temps, Martin et Joël. C'était un plaisir. Beaucoup. Merci à toi. Content d'avoir pu partager le micro en ta compagnie. Tu reviendras de l'autre côté du plateau nous rendre l'appareil? Oui, bien sûr. Oui, avec grand plaisir, évidemment. Et j'inviterai Pierre pour l'occasion. Ah oui, parce que voilà, oui, ça c'est la promesse que Martin m'a faite. Exact. Pierre Vincent-Marquis qui officie dans Balado Ludique et dont je suis absolument fan. Voilà, je le dis officiellement. Je sais que tu l'avais déjà mentionné dans un de tes épisodes précédents, c'est pour ça que j'en parle. Merci encore et puis bonne fin de Salon des Scènes en tout cas, à vous. Merci et bon salon à toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tout le monde. Salut. Merci.